Sur la première, 7h37, rétablir des relations normales entre la Russie et les États-Unis, c'est en tout cas le souhait de Vladimir Poutine, un souhait renouvelé hier, à quelques jours de l'investiture de Donald Trump à la tête des États-Unis. Et on va se poser la question ce matin, à quoi ressemblera l'axe Trump-Poutine? Comment se dessinera l'éventuelle future alliance entre la Russie et les États-Unis? Et on reçoit ce matin un homme qui connaît très très bien ces deux pays, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8h dans notre studio de Paris. Vous êtes historien, journaliste, essayiste et vous publiez aujourd'hui même La chute de l'Empire américain aux éditions Grasset, où vous évoquez entre autres les enjeux des relations internationales qui attendent Trump et Poutine forcément aussi. On va y venir. Peut-être commençons, si vous êtes d'accord, par cette actualité assez chaude. C'était il y a quelques heures et c'est peut-être, on peut l'imaginer, la plus symbolique des décisions prises par Barack Obama à 3 jours de la fin de son mandat. Et vous l'avez vu, il a annoncé hier qu'il commuait la peine de Chelsea Manning, non pas qu'il la graciait, mais qu'il commuait sa peine, condamné à 35 ans de prison pour avoir fourni 700 000 pages de documents confidentiels de l'armée américaine au site Wikileaks. On a beaucoup vu les collusions éventuelles entre Wikileaks, Assange et Trump, et peut-être la Russie. Comment vous prenez cette décision d'Obama à quelques heures de la fin de son mandat ? Traditionnellement, le président élargit des prisonniers qui sont problématiques et où une décision ne peut pas être prise par une instance judiciaire normale. Donc c'est toujours un petit peu hair-raising, comme diraient nos amis américains. Ça fait un peu monter la température. Et là, en l'occurrence, Chelsea Manning, c'est un malheureux. C'est un malheureux transsexuel qui a été chassé de l'armée, qui se préparait à une longue peine de prison. Bon, il n'est pas si inhabituel d'avoir un geste de nature humanitaire. Et ceci évite effectivement de donner à Assange ou à Snowden, qui est allé se réfugier dans les bras du KGB, la même indulgence. Donc finalement, tout ça, ce sont des remous, mais tout à fait normaux. Et je pense que ici, Obama agit avec un mélange de sagesse et d'humanité. Est-ce qu'il coupe l'herbe sous le pied de Donald Trump, au fond, avec cette décision qui est quand même politique ? Elle est politique en ce sens que oui, on arrive à amnistier ou à réduire la peine d'un homme qui a été coupable de fuites très importantes. Mais on ne voit pas, si vous voulez, très clairement ce que Obama ou l'administration démocrate a pu démontrer s'agissant des Russes. Les Russes sont de grands enfants dans certains moments et ils ont découvert le hacking avec ravissement, notamment en Estonie, lorsque le gouvernement estonien a déplacé en banlieue le monument aux morts soviétiques et ils ont essayé de leur faire du mal. Les Estoniens ont poussé des hurlements. Tout ceci n'a pas une importance catastrophique. Et les informations que les Russes ont glanées ici et là sur les serveurs du Parti démocrate ne me semblent pas capitales. Et c'est certainement pas ces informations qui ont joué dans le comportement des électeurs. Il est possible, malgré tout, que les Russes soient aujourd'hui à la tête d'éléments de chantage que l'on ne connaît pas, soit sur Hillary Clinton et ses relations, soit sur certains financements, soit sur les rapports de Barack Obama et de ses vieux amis syriens. Et là, évidemment, ils ne sont pas contents. Mais tout ceci n'ira pas très loin. Pas de chantage en ce qui concerne Donald Trump, vous ne l'avez pas mentionné. Mais non, il n'y en a pas. Que voulez-vous qu'il y ait Donald Trump est des vidéos compromettantes, des vidéos à caractère sexuel, c'est ce qu'on a mentionné. Mais enfin bon, on va toujours croire la presse. Très franchement, nous sommes aujourd'hui en 2017. Vous croyez vraiment que une vidéo représentant Donald Trump tout nu, alors qu'il est un adepte connu de tous les concours de beauté et du catch américain, soit de nature à renverser l'image du président? On ne peut pas dire que... Il est président américain, ça ne s'est jamais vu, Alexandre Adler, pour un président. Alors, il reste encore à penser qu'on va le voir tout nu. Mais oui, bien sûr. Mais enfin, ce qu'on sait aujourd'hui de la vie de Kennedy, y compris le fait qu'il se soit endormi à cause de ses pilules dans les bras de Marlène Dietrich, qui avait consenti à un bref passage, n'est pas vraiment, si vous voulez, dans la dignité du président des États-Unis. Ça fait belle lurette que tout ça est passé. Et je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait de vrais chantages sexuels. Nous ne sommes pas à l'époque de la reine Victoria, ni même du président Eisenhower.
Alexandre Adler, alors vous publiez La chute de l'Empire américain aujourd'hui même. La Russie et les États-Unis, à quoi peut ressembler cette axe? Nous avons le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui tirait il y a quelques jours le bilan diplomatique de son année 2016, année dont la Russie sort gagnante selon lui au plan international avec la victoire militaire en Syrie, Alep, avec des scrutins favorables comme le Brexit au mois de juin. Donald Trump évidemment, Fillon peut-être aussi, François Fillon qui se profile en France et qui n'est pas anti-russe, si loin de là. Oui. Plus nettement, parce que le Brexit, les Russes se sont amusés, Schadenfreude, comme on dit en allemand, ils ont bien rigolé de la façon dont les Européens se sont pris les pieds dans le tapis dans cette affaire, mais ce n'était pas un objectif pour eux central. Ça ne va pas leur Fillon, profiter. Par contre, oh non, je ne le pense pas, parce que, si vous voulez, il n'y a d'abord pas d'axe Amérique-Russie qui se présente. Il y a probablement un armistice pour un certain nombre d'affrontements qui n'avaient en effet guère de sens et où ce n'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. Donald Trump a un certain bon sens lorsqu'il dit que l'OTAN est une structure largement dépassée, lorsqu'il ne veut pas mettre de l'argent pour que les Polonais et les Lituaniens continuent à mettre de l'huile sur le feu sur l'affaire ukrainienne. Eh bien, il est largement approuvé, bien sûr, par les Russes, mais aussi par l'opinion américaine. Mais je ne crois pas, pour ma part, que ni lui ni Poutine soient destinés à travailler ensemble d'une manière harmonieuse, comme Roosevelt et Staline après la conférence de Téhéran. Je ne le crois absolument pas. Et je crois, en revanche, qu'une fois débarrassé des sanctions, ce qui est important pour Poutine, dont la situation économique n'est pas brillante, nous allons assister, et c'est déjà le cas, à un rapprochement de Poutine et des Européens. Il est beaucoup plus intéressé par le désarroi des Européens et la possibilité de reprendre avec eux des relations qu'il n'est véritablement fasciné par l'Amérique trumpiste. Oui. Et surtout, il sait très bien que les intérêts américains tels qu'ils sont formulés aujourd'hui par Trump ne vont pas lui laisser tellement de marge de manœuvre. Le patron d'Exxon, qui va a priori diriger la politique étrangère des États-Unis, c'est quand même un bon point pour l'axe Moscou-Washington, ça? C'est un très bon point pour les Russes parce que c'est certainement le patron américain qui a le plus investi en Russie et qui a fait le plus confiance à ses interlocuteurs moscovites. Donc, en effet, c'est une très bonne affaire pour les Russes. Et ils vont le soigner. D'abord, il faut quand même que le Congrès le valide et on va avoir un sacré chahut, justement, sur ses rapports avec la Russie. Et puis ensuite, une fois que cette affaire pétrolière aura été résolue, tous les autres problèmes vont apparaître. Vous savez, lorsque Ronald Reagan a nommé Schultz, qui était un modéré connu, mais surtout le président de Bechtel, la société d'engineering qui avait le plus de rapports avec l'Arabie Saoudite, on a pensé que nous allions vers un rapprochement saoudo-américain. Et cela a eu lieu, mais dans des proportions très limitées. Schultz n'a pas été le serveur du lobby saoudien, beaucoup moins que la famille Bush. Je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques instants, Alexandre Adler, et qui est assez décoiffant. La Russie va au fond se rapprocher de l'Europe, ce qui pourrait paraître paradoxal au moment où Trump est investi président des États-Unis. De quelle Europe? La vieille Europe, parce qu'on peut se dire que, évidemment, pour la Pologne, c'est un peu l'élection d'un Trump est un peu moins bien jouée. Il va se rapprocher de quelle Europe, Vladimir Poutine? De la France et de l'Allemagne, bien entendu, et secondairement des autres partenaires européens qui vont essayer de sauver l'Union européenne dans l'espèce de tempête que nous sommes en train de traverser. Et bien entendu, vous savez, les Russes sont discrets. Ils n'affichent pas leur politique, particulièrement Poutine. Mais ce qui s'est produit avec le meurtre de Boris Nemtsov, qu'il connaissait et qui habitait à quelques mètres de son appartement, a été très net dans la réaction de Poutine. D'abord, il disparaît pendant plusieurs jours. Il avait très peur d'un attentat contre lui. Et il était évidemment entièrement résolu à combattre l'aile nationaliste de son gouvernement, ce qu'il a fait. Nous avons eu une épuration lente mais inexorable. Le départ à la retraite de son vice-président Ivanov, lequel n'était pas un extrémiste, il paraît que ce sont des raisons de santé, mais enfin, il y a beaucoup à voir. Yakounine, qui était le ministre des chemins de fer et le parrain
de tout le clan nationaliste russe qui voulait sans doute annexer le Donbass ou continuer la guerre en Ukraine, a été viré sans aucun ménagement de toutes ses fonctions, y compris celles qu'il exerçait à Paris, dialogue franco-russe. Et nous avons une série d'épurations qui préparent un retour des libéraux modérés dans le gouvernement Poutine, ce qui correspond aux idées de Poutine. Le caractère un peu provocateur et brutal que celui-ci montre ne signifie pas que sa politique soit celle-là. Vous ne cachez pas d'ailleurs votre sympathie ou vos sympathies pour Vladimir Poutine. On pourrait vous rétorquer la Syrie et les dossiers à charge sur le plan interne qui ne manquent pas, les Russes qui subissent la corruption, la justice parfois arbitraire, une économie peu diversifiée évidemment qui est tout entière dépendante du pétrole et du gaz. Est-ce qu'il ne défend pas ses propres intérêts avant tout, Vladimir Poutine ? Ses propres intérêts à lui, Poutine, ou à la Russie? Je pense que c'est un patriote l'un ne va pas sans l'autre. Non. Je crois que Poutine, par exemple, a été assez sincère lorsqu'il a refusé de mettre sur le dos de la crise ukrainienne l'actuelle régression de l'économie russe. Et il a laissé un certain nombre de ses ministres les plus impertinents dire que la Russie avait une économie d'émirats, qu'elle dépendait beaucoup trop de l'exportation des hydrocarbures. Donc je pense qu'il a une vraie réflexion et qu'il n'est pas la caricature que l'on fait de lui. Alors vous sortez un certain nombre de dossiers sur Poutine. Certains peuvent être critiques, d'autres le sont moins à mes yeux. Mais ce qui me paraît évident, c'est que Poutine est un disciple d'Andropov. Ma sympathie pour Poutine, c'est ma sympathie pour Andropov et le courant réformateur qui s'est exprimé avec lui à l'extrême fin du communisme soviétique. Et je rappellerai que Poutine a été un allié loyal d'Anatoly Sobchak, le maire de Pétersbourg, qui était de loin le plus réformateur de tous les successeurs du système soviétique. Et j'ajouterai que ces alliances réelles à l'intérieur du système soviétique sont marquées par une réelle modération. Alors la modération n'a rien à voir avec son côté histrionesque, mais et brutal. Brutal. Il y a peu de prisonniers politiques. En ce qui concerne Khodorkovsky, je sais qu'il lui a demandé 4 à 5 fois de prendre un avion aller simple pour l'Occident et que celui-ci n'a pas voulu et lui a résisté, ce qui montre d'ailleurs son courage. Mais certainement, ce n'est pas Poutine qui était dans cette affaire. Il y a quelques meurtres, mais très peu qui sont imputables à Poutine lui-même. Et dans l'affaire, par exemple, de son allié tchétchène Kadyrov, il ne s'est pas gêné pour lui mettre sur les mains la responsabilité de l'assassinat de Boris Nemtsov. Non, je ne pense pas que Poutine fasse partie, dans la configuration assez complexe de la politique russe, des gens les plus dangereux, bien au contraire. Et je sais qu'à un moment donné, avec Schröder, avec Chirac, avec Berlusconi, qu'il aimait particulièrement, il a essayé de trouver les voies d'une Europe en voie d'unification. Et cela, je lui fais confiance pour essayer d'y revenir une fois apuré le contentieux avec Donald Trump. Alors, vous l'avez dit, il favorisera peut-être les intérêts de l'Europe et de l'Allemagne et de la France. Vladimir Poutine, qui n'est pas aussi diabolique qu'on le dit, vous adorez combattre... Et la Suisse, qu'il aime beaucoup. Et la Suisse, oui, effectivement, et qui le lui rend bien parfois. Vous combattez les idées reçues, notamment, et c'est un des propos de votre livre, sur Donald Trump, que vous comparez par leurs origines, par leur parcours, peut-être par leurs réflexes, à un certain Michael Moore, le réalisateur bien connu, issu a priori plutôt des rangs de la gauche, subversif. Expliquez-nous cet axe Trump, Moore, Alexandre Adler. C'est très intéressant, a priori, un peu décoiffant là aussi. Il n'y en a pas, bien sûr, parce que Michael Moore doit haïr ce que représente Donald Trump, et notamment un certain type de vulgarité. La sienne est un peu différente. J'ai connu Michael Moore au Festival de Cannes, mais était très sympathique. Mais je vois tout à fait qui il est. C'est-à-dire un fils de prolo du centre industriel des États-Unis qui a vu la catastrophe qui a touché l'Amérique industrielle. C'est quand même avec Obama la faillite proclamée de Detroit qui fut le symbole de l'Amérique industrielle. Et on sait que l'ensemble de cette région a été sacrifié. Et elle n'a pas été sacrifiée tout récemment, elle a été sacrifiée à des conceptions qui ont commencé à devenir dominantes sous Ronald Reagan. Et bien entendu, l'astuce de Poutine, oh là là, quel merveilleux lapsus de Trump, J'allais le relever, d'avoir tenu un langage prolétarien,
pour des gens qui ont tout perdu, le sentiment d'avoir tout perdu avec l'Amérique industrielle. Et comme c'est un patron du bâtiment, sans grande imagination d'ailleurs, mais qui sait parler aux ouvriers du bâtiment et qui sait discuter avec eux, il a tout naturellement trouvé ce langage qui en effet est celui de la gauche avec Michael Moore, ou même d'une gauche réformiste avec Warren Buffett, le grand prophète d'Omaha, et qui avait dit « je ne crois aux entreprises que celles que je comprends », critiquant ainsi le dot-com, les bulles spéculatives. Et là, effectivement, c'est un élément sur lequel la gauche était complètement exposée, car personne dans cette vieille gauche que Michael Moore incarne parfaitement ne se reconnaît ni en Hillary Clinton, ni dans le clintonisme au sens large du terme, ni même dans Barack Obama. Trump comme une sorte de correction aux années Reagan, enfin ce qui s'est déroulé depuis les années Reagan, comme une sorte de correction au libéralisme et au capitalisme débridé. L'histoire le verra comme ça ? Oui, tout en faisant l'éloge de Reagan et en lui attribuant une parenté qui n'est que superficielle, car Reagan était beaucoup plus malin et beaucoup plus respectueux des hommes. Mais oui, en effet. Et il est évident que l'Amérique est à la recherche d'une économie politique sensiblement différente de celle qu'elle a suivie depuis 1980. Et là, bien entendu, nous ne sommes que la première phase de cette affaire, c'est-à-dire un barbare qui détruit totalement totalement les infrastructures, mais qui est incapable probablement de les reconstruire. Donc la période Trump n'aura qu'un temps. Mais par contre, ce qui s'est produit comme cyclone de transformation de la société américaine, violente, ça par contre, je crois que c'est un phénomène irréversible et que l'exemple chinois, l'exemple japonais, c'est-à-dire de capitalisme industriel qui sont beaucoup moins dans le court terme et dans la spéculation comme les États-Unis le sont devenus, va s'imposer petit à petit aux États-Unis, et peut-être que la phase Trump est la phase initiale, comme la révolution culturelle a été la fin du Parti communiste chinois tel qu'on le connaissait, mais évidemment ça ne pouvait pas rester avec Mao et ses forces aînées. Alexandre Adler, il y a quelques articles de presse suisse, romande et alémanique qui nous parlent de l'Europe et de Trump. Trump, dont on sait qu'il a beaucoup basé sa campagne sur les réseaux sociaux, il ne rend pas service à Twitter, malgré l'usage actif qu'il fait de ce réseau social. Esther Coco. Donald Trump, le président qui gouverne à l'avance avec des tweets, a renforcé la renommée mondiale de la plateforme Twitter. Mais le phénomène Trump, nous dit la Basler Zeitung, ne se traduit pas en chiffre d'affaires pour le patron de Twitter, Jack Dorsey. Au contraire, Trump a exacerbé le problème fondamental de Twitter, la passivité de la plupart de ses utilisateurs. 20 millions de followers lisent les tweets de Donald Trump, mais eux-mêmes ne tweetent pas assez ou révèlent trop peu d'eux-mêmes pour devenir intéressants pour les annonceurs. Jack Dorsey, le patron de Twitter, a donc tenté de vendre son entreprise à Disney ou à Google, qui ont décliné l'offre. Ces derniers mois, de nombreux cadres ont quitté le navire, tandis que Twitter est souvent embarrassé par les tweets provocateurs de Donald Trump. Signe de la difficulté de l'entreprise, l'action a chuté depuis l'élection du nouveau président. Alors Twitter, c'est évidemment l'histoire et la politique et la propagande peut-être en 140 caractères. Comment vous, qui êtes historien, Alexandre Adler, vous voyez votre rôle, le rôle des historiens pour contrer l'instrumentalisation de l'histoire avec un grand H par les politiques? C'est comme ça que vous voyez ? Oh, peut-être pas, parce que je n'ai pas de cette mégalomanie, mais effectivement, comme je suis formé à l'ancienne et que je vois un certain nombre de choses qui ne sont pas prises en compte, ça me touche un peu. Et c'est vrai que Twitter est la caricature maximale de cette dérive dans laquelle il faut écrire très court, des résumés qui finalement ne sont pas fidèles ni à la réalité, ni même à la pensée des auteurs. Et donc, dans l'espèce de processus naturel, de sélection naturelle, c'est une très bonne nouvelle que Twitter disparaisse. Et ce serait un bon symbole des ennuis auxquels, personnellement, je souhaite que Donald Trump soit rapidement confronté. Mais cela dit, je ne pense pas que les moyens électroniques soient si mauvais. Ils fournissent aussi une information précise et ils fournissent aussi des moyens de dialogue, mais il y a des choses peut-être
beaucoup plus élaboré et beaucoup plus sympathique que ces petits messages de l'orthographe douteuse. Alors vous êtes un homme de médias. Alors tout autre homme de médias que vous, c'est Cyril Hanouna. Vous le connaissez peut-être. Grand portrait, parce qu'on va venir au populisme ensuite. Un grand portrait de Cyril Hanouna dans Le Temps. Valérie Droux, quotidien édité à Lausanne, animateur surdoué, devenu emblématique d'une TV populaire française qui déraille. Hanouna, le Michel Drucker punk. Le mot est de l'acteur Bruno Solo, caïd cathodique, dit le correspondant du Temps à Paris dans son portrait, locomotive publicitaire du groupe Canal+, avec 1,5 million de fidèles quotidiens. Blagues sexistes, gestes jugés dégradants, moqueries organisées contre tel ou tel, livré en pâture au public, prié de le huer, les dérapages de son émission Touche pas à mon poste lui valent les réprimandes du CSA. Mais Hanouna, c'est le populo contre l'intello. Il ne construit rien, ce que le public aime, c'est sa brutalité, diagnostique le chercheur Dominique Volton, qui a beaucoup écrit sur la télévision. Face à sa concurrence, l'élégant caustique Yann Barthès et son émission Quotidien, Hanouna joue le chef de bande à l'ancienne contre l'impertinent mondain, ce qui fait conclure aux journalistes la déferlante populiste en France, ce n'est pas seulement une affaire d'urne électorale. Bon, on a 1 minute, c'est beaucoup trop peu évidemment, Alexandre Adler. Hanouna, c'est le Trumpisme à la française, parce qu'on sait que Trump était aussi un homme de TV. Oui, en n'exagérant rien. D'abord, j'ai connu Hanouna lorsqu'il faisait des présentations de supermarchés avec les prix qui variaient. Et comme je n'entendais pas très bien, j'avais compris Cyril Hanouna, qui est un vieux président congolais, qui a été de l'époque de Lumumba. Je me disais, comment c'est étonnant que ce garçon ait pris un pseudonyme congolais comme ça, et peut-être il est du même congolais. Il n'était pas congolais. Et en fait, en côte, disons que c'est quand même le niveau zaïrois de la pensée politique et de la pensée sociale en France. Alors je pense qu'il y a un moment qu'en effet nous sommes dans les basses couches là, de l'atmosphère. Il va encore continuer un petit peu comme ça. Mais je pense aussi que... Mais la comparaison avec Trump, j'insiste sur la comparaison avec Trump, j'insiste sur la question. Est-ce qu'on peut la faire ? Non, Trump est un chef d'entreprise à un moment où les Américains doutent de la capacité de leurs entreprises depuis le grand krach financier de 2008. Ils sont revenus de l'optimisme d'Obama et ils ont vu dans cet homme et dans sa brutalité une façon d'exprimer la colère qui les étreint de manière profonde. Personne ne considère que Cyril Hanouna soit le représentant ni de la révolte congolaise, ni de la révolte des consommateurs français. Donc je pense que son temps va passer. Et je l'espère évidemment très, très sincèrement, mais bon, ça passera. J'ajoute que Barthès, qui bénéficie du cuir qu'avait fait le président Sarkozy, parlant de Roland Barthès dans une remise de décoration, ne vaut pas tellement mieux dans le genre chic. Où en est la culture quand on confond Yann Barthès et Roland Barthes sans l'accent grave. Merci beaucoup. Alors là, c'est pas Cyril Hanouna, là, c'est Nicolas Sarkozy. La chute de l'Empire américain aux éditions Grasset, Alexandre Adler. Merci d'avoir été notre invité.